Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de rentrée d'Immédiat. Et cette semaine, c'est Michel Geoffroy qui remplace exceptionnellement Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Au sommaire de cette émission, l'image de la semaine, cette statue de Voltaire retirée après des dégradations. Nous nous intéresserons ensuite à la fameuse deuxième vague de Covid-19. Nous n'oublierons pas l'actualité médiatique de la semaine avec notre traditionnelle revue de presse. Et nous conclurons l'émission avec le meilleur du pire des médias durant cette période estivale. Immédiat numéro 310, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Michel, c'est la statue de Voltaire déboulonnée. Oui, alors c'est la mairie de Paris et les médias, on pourrait dire. Alors cette affaire commence par effectivement le déboulonnage de la statue. Les réseaux sociaux ont alerté sur cette affaire et la mairie de Paris a commencé à expliquer que non, c'était pas pour répondre aux revendications d'un certain nombre d'extrémistes, mais c'était pour nettoyer la statue, qu'elle allait être remise à sa place. Bon, et les médias, évidemment, très contents de faire la chasse aux fake news, n'est-ce pas, se sont empressés de dire « Ah, vous voyez bien, les réseaux sociaux disent n'importe quoi, ils ont fait croire que l'on retirait cette statue ». Et puis, pas de chance, finalement, grâce à une revue, la Tribune de l'Art, on apprend que c'était pas vraiment une fake news, c'est-à-dire que la statue devait bien être retirée. Après les dégradations. Après les dégradations, elle était rendue à l'État, puisqu'elle appartenait à l'État, et la mairie de Paris n'avait manifestement pas l'intention de la remettre. Donc, c'était en discussion, bon. Ouais, c'est pas clair. Enfin, c'était pas clair, effectivement. C'était pas clair. Bon, donc, nous avons dans cet exemple, à la fois, un nouvel exemple de déboulonnage totalitaire, mais aussi la façon dont certains journalistes travaillent, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas les informations. Dès lors que c'est la mairie de Paris qui dit quelque chose, c'est très bien. Ils auraient peut-être pu vérifier un peu et découvrir que ce n'était pas forcément la fake news qu'ils ont mis en épingle. Effectivement, donc il faut saluer la Tribune de l'Art et également Arrêt sur Image qui a enquêté pour se rendre compte que cette fake news n'en était pas une. Passons au premier sujet, deuxième vague et masque obligatoire, l'hystérie. La deuxième vague de Covid-19 fascine les médias qui n'ont que cette possibilité à la bouche depuis quelques jours. Une frénésie médiatique qui s'explique par la publication de chiffres présentés comme inquiétants sur le nombre de contaminations en hausse. La presse écrite a multiplié les articles alarmants. Coronavirus, plus de 770 000 morts dans le monde, crainte d'une deuxième vague en Europe, titre Sud-Ouest. L'Express, deuxième vague de Covid-19, l'épidémie restera-t-elle sous contrôle ? La Dépêche, une pneumologue tire la sonnette d'alarme. On ne va pas y échapper, la deuxième vague arrive. Le Point, le spectre de la deuxième vague, ou encore l'Express, la peur de la deuxième vague gagne la France. Et la presse écrite n'est évidemment pas seule dans l'annonce de cette deuxième vague de Covid-19. Les journaux télévisés de TF1 et France 2 ont tous les deux ouvert sur cette information ce lundi. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 17 août et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les hospitalisations pour cause de coronavirus. Elles repartent à la hausse, une tendance qui pousse les autorités à durcir les mesures sanitaires. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 août. Faut-il parler de deuxième vague ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que l'épidémie de Covid-19 n'a pas attendu la rentrée pour accélérer en France. Non, mais ce qui est frappant, c'est la façon dont la machine à peur fonctionne. D'abord dans le vocabulaire. Quand on voit les extraits que vous avez montrés, on utilise des mots très chargés. Peur, crainte, le spectre. On tire la sonnette d'alarme, l'angoisse, l'inquiétude. Donc, les mots utilisés sont déjà des mots anxiogènes.
volontairement. Deuxièmement, ce qui est frappant, c'est qu'on met l'accent sur des données variables. Selon les journaux, selon les jours, on met l'accent sur le nombre de morts depuis le début de l'épidémie, d'ailleurs qui apparaît souvent en bandeau sur les émissions, le nombre de morts du jour, quand il y en a, le nombre, et surtout le nombre de contaminations. L'accent est mis sur les contaminations. Or, il y a un effet d'optique, tout simplement parce que les tests sont beaucoup plus nombreux qu'au début de l'épidémie, puisqu'on a multiplié par 30 le nombre de tests. Donc, par définition, il y a plus de contamination qu'avant. Mais ça ne traduit pas forcément une explosion épidémique du tout. Deuxièmement, à l'évidence, d'autres indicateurs montrent que c'est pas aussi simple que ça. Le nombre d'hospitalisations, les choses sont beaucoup plus nuancées. Oui, on rappelle que certes, le nombre de tests augmente et même que l'incidence peut augmenter, mais finalement, ça ne se traduit pas, même en prenant en compte le décalage de plusieurs jours entre la contamination et le passage en réanimation, ça ne se traduit pas dans les réanimations pour le moment. Donc il faut être très prudent, dans un sens comme dans l'autre, ce que les médias n'ont pas forcément compris. Et on a même le professeur Raoult, qui est interviewé sur CNews ce mercredi, a déclaré que l'épidémie, ou en tout cas la maladie, avait changé un petit peu de nature, puisqu'elle serait moins grave. Voilà. Bon. Donc on voit qu'effectivement les médias n'ont pas trop compris ça. Mais ces nuances, à l'évidence, n'ont pas été reprises par les médias, parce que le but c'est de faire peur. C'est ça qui me paraît systématique. Oui. Non, mais c'est clair et net, en sachant qu'il y a quand même, on peut donner quand même un petit coup de chapeau à un média qui a quand même essayé de comprendre pourquoi il y avait aussi peu de morts, alors qu'on parle d'une explosion des contaminations. Donc c'est La Dépêche qui, dans son article, lui aussi évoque l'évolution de la politique de test. Plus on teste, plus on trouve de contaminés, c'est normal. Là encore, à la nuance, il y a une incidence qui est plus grande, c'est-à-dire qu'on trouve quand même plus de contaminés en proportion, mais ça ne se traduit pas dans la réanimation. Et pourquoi on voit moins de morts ? Eh bien, le journaliste a constaté que les spécialistes combattent mieux le virus désormais qu'au début de la pandémie, ce qui est logique aussi. Et il conclut, la connaissance du virus ainsi que les leçons tirées permettent de suggérer qu'une deuxième vague ne pourrait être aussi virulente que la première. Donc ce qui est plutôt... c'est pas le son de cloche général chez les médias. On sent plutôt quand même une forme de virulence, d'hystérie presque. Le terme est peut-être un peu fort, bien entendu, mais on sent quand même quelque chose un traitement médiatique particulier. Pourquoi cette hystérie ? Il y a clairement un discours anxiogène, qui est répercuté partout. Vous avez vu, même sur les panneaux dans les autoroutes. Il y a même toujours constamment des messages sur les bons gestes, etc. Alors, pourquoi les médias ont-ils cette attitude ? Bon, si on est optimiste, on dirait oui, parce que ça peut contribuer à une prise de conscience de la part de la population. Bon, la vérité, c'est d'abord que fondamentalement, la peur, ça fait vendre. C'est bon pour l'audience, la peur. La peur, c'est bien. Bon. D'autre part, je crois que la mise en scène dramatique du risque viral, elle sert à masquer d'autres sujets de préoccupation. La peur du virus, ça permet d'éviter de parler d'autre chose, permet d'éviter notamment de la crise économique ou de la crise de l'emploi qui est catastrophique, ça permet d'éviter de parler quand même de l'intrusion croissante de l'État dans le comportement des gens et dans la vie des gens. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Et j'en veux pour preuve un sondage qui vient d'être fait par l'IFOP, un sondage qui a été fait les 13 et 14 août, qui montre que 53% des personnes interrogées mettent en priorité leurs préoccupations sanitaires. Ensuite, il y a plus que 29% qui mettent en priorité les inquiétudes en matière économique et en matière d'emploi. Et puis il y a plus que 18% qui met en priorité l'inquiétude sur la réduction des libertés que provoquent toutes ces mesures coercitives. Donc on voit bien, le discours sert un peu à cacher d'autres aspects de l'actualité qui sont peu sympathiques, notamment les très mauvaises performances économiques françaises. Donc il y a un aspect un peu de politique derrière cette présentation.
Et vous parliez de la restriction des libertés, eh bien on va venir au sujet qui pourrait s'y apparenter, celui des masques. Ah, le masque. C'est assez logiquement finalement que cette espèce d'hystérie médiatique a débouché sur la mise en place d'une mesure complètement impensable il y a encore quelques mois. Eh bien le port obligatoire du masque dans l'espace public dans de nombreuses villes, Bordeaux, Nantes par exemple, mais il y en a plein d'autres. À Paris, une carte de la préfecture a beaucoup fait jaser par sa complexité, on va dire. Alors, ce port obligatoire du masque, il est globalement très défendu dans les émissions de débat. Exemple avec les propos de Jade Zahab, intervenant régulier sur CNews. Il faut que les gens réalisent que quand moi je porte le masque, c'est pour protéger ma grand-mère que je vais croiser ce soir. Donc finalement, il faut faire appel à ce que moi je qualifie peut-être un peu naïvement de citoyenneté sanitaire. Parce que dans cette histoire-là, on se protège collectivement pour éviter un confinement qui a été, vous le disiez, dramatique pour l'économie, dramatique pour la vie des gens derrière. Donc c'est ça qu'il faut parler. Après, du point de vue de liberté, on a tendance en France à toujours penser qu'on abaisse notre liberté, tant mieux parce qu'on en est épris, mais il faut savoir raison garder. Une position plutôt positive, non, Michel Geoffroy ? On voit apparaître un thème classique, la citoyenneté sanitaire maintenant, c'est la citoyenneté sanitaire. Alors, il faut savoir qu'en novlangue, à chaque fois qu'on utilise le mot citoyenneté, ça cache une nouvelle étape vers le contrôle social des gens. Donc, c'est bien, c'est très citoyen, on protège les autres. On ne peut pas s'y opposer. Non, ça c'est la langue de coton, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le contraire. Et si vous ne portez pas de masque, c'est que vous portez atteinte aux droits des autres. Donc derrière, on voit bien que l'on crée progressivement la logique du salaud sartrien. Celui qui n'a pas de masque, c'est quelqu'un qui n'est pas un bon citoyen. Donc nous sommes dans un processus quand même très totalitaire, je le crois. Et puis en plus, il faut quand même se poser la question, d'ailleurs le plan de la ville de Paris le montre, est-ce que véritablement un masque en plein air, ça sert à quelque chose ? C'est quand même un peu... Mais là, les médias sont assez discrets sur cette question. Alors, on a quand même quelques exemples de prise de parole de médecins qui montrent effectivement que la question est bonne. On va d'abord regarder cette intervention de Bruno Megarban sur CNews. Il ne faut pas dire que c'est ça qui va éviter le rebond de l'épidémie. Le port du masque dans l'espace libre généralisé n'a pas d'intérêt épidémiologique. Et pour compléter cette intervention, voici Martin Blachier sur LCI. Moi, je suis contre le port du masque en extérieur. Les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Et la seule décision qui a été prise par des politiques sans suivre les médecins, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a aucune donnée. Et d'ailleurs, quand on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Globalement, les autorités se sont cachées derrière les autorités médicales tout au long de la crise. Et là, sur la question du masque en lieu ouvert, en plein air, là, curieusement, elles n'ont pas suivi le point de vue d'un certain nombre d'autorités médicales. Donc, bref, une fois de plus, la gestion de cette crise n'est pas très clair pour le commun des mortels. Sachant qu'on a un article de France Info qui nous apprend que 130 CRS vont arriver en renfort à Marseille pour faire respecter le port du masque. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'à Marseille, la priorité c'est le port du masque, c'est sûr. Il y a peut-être d'autres choses à gérer avant, ça c'est clair. Bref. Alors, il y a aussi la thématique du port du masque obligatoire en entreprise qui s'invite dans le débat public. Oui, enfin qui fait plus que s'inviter, puisque quasiment maintenant c'est une obligation, donc voilà. Mais on voit progressivement s'élargir le cercle de l'obligation. Elle est individuelle, on s'attaque au lieu clos, maintenant le plein air, puisque dehors... Alors, vous avez vu qu'il y a quand même des nuances subtiles. Si vous êtes en trottinette, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque, donc les bobos qui sont en trottinette n'auront pas de masque. Par contre, vous, si vous êtes à pied, vous aurez un masque dehors. Si vous êtes dans le bois de Boulogne, vous êtes obligé d'avoir un masque. Donc nous sommes dans un monde quand même de plus en plus orwellien. Et puis après, il y a la famille, on va voir, il y a la famille. Effectivement, c'est la prochaine étape. Alors, il y a déjà Ouest France qui s'interroge. Faut-il encore souffler ses bougies pour son anniversaire ? Donc, la question est assez incroyable. Et on a également la question de l'annulation des fêtes de famille qui est posée. Et l'une des craintes de cette fin d'été, les retrouvailles familiales. Tout événement exposant au virus les plus vulnérables, les personnes âgées. Les médecins alertent, il faut à tout prix se montrer responsable.
En attendant qu'on ait contrôlé la situation, il faut annuler toutes les fêtes de famille transgénérationnelles. Je ne sais pas ce que c'est qu'une famille qui ne serait pas transgénérationnelle. Par parenthèse, mais enfin bon, c'est pas le débat. C'est l'ennemi, la famille. Hein. La famille, c'est l'ennemi. Rappelez-vous, les personnes âgées, c'est les ennemis. Il ne fallait surtout pas aller les voir dans les EHPAD. Et puis quand ils mouraient, il ne fallait surtout pas aller à l'enterrement. Hein. Bon, là maintenant, on est en train de nous expliquer que les anniversaires, ils sont quand même un élément non négligeable d'une vie de famille. C'est dangereux. C'est dangereux si on souffle les bougies. Alors, il faut peut-être faire des gâteaux sans bougies, vous me direz. Mais nous sommes dans une folie collective effrayante. Je veux dire, et puis alors, le plus extraordinaire, c'est que les médias présentent ça très sérieusement. Il n'y en a pas un qui se pose une question. Alors bon, si Ouest France met un point d'interrogation, mais enfin l'article, globalement, oui. Il est quand même, soyons prudents. L'existence de l'article... Donc il va falloir, je pense que la prochaine étape sera d'imposer le masque dans le cercle familial. Hein, voilà. Bon. En tout cas, tout ça traduit en fait l'intrusion croissante à des fins hygiéniques de l'État ou des élus locaux. N'oublions pas d'ailleurs que largement sur les obligations de port de masque, l'État s'est déchargé sur les élus locaux qui tranquillement ont fait le job à la place. Hein. Bon, donc on voit bien l'intrusion croissante de l'État dans la vie des gens et nous n'en sommes qu'au début, c'est pas terminé parce qu'on va voir sans doute des idées géniales apparaître. Alors, au fur et à mesure que la deuxième vague arrivera ou pas, parce que malgré tout, ça reste une possibilité, il ne faut pas l'écarter complètement. Oui. Rebond, deuxième vague, quel que soit le donc, terme. Donc, il ne faut pas souhaiter les anniversaires. Mais c'est peut-être les fêtes aussi non plus, puis peut-être que Noël, il ne faut pas faire Noël, parce que là, c'est dangereux. Arrêtons-nous. Il faudra viser, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est sûr que ce genre de mesure et de discussion paraît quand même largement hâtive. En tout cas, une chose à retenir, c'est que tout cela est permis par les médias, évidemment, et que pour se désintoxiquer, eh bien, n'hésitez pas à regarder plus souvent TV Liberté. Je signale notamment l'entretien avec une généticienne sur TV Liberté cet été, qui, à l'heure actuelle, comptabilise plus d'1 million de vues et qui évoque notamment la question du masque, et pas de la même manière que celle des médias officiels. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, Michel, eh bien, on va parler football avec cette victoire du Paris Saint-Germain lors de la demi-finale de Champions League qui a donc occasionné une fête sur les Champs-Élysées, une fête très festive, n'est-ce pas, avec des articles du Parisien qui évoquent cette fête. Pétards, fumigènes, klaxons et cris de joie sur les Champs-Élysées. RTL, les supporters en folie sur les Champs-Élysées. France Bleu, la liesse à Paris. Et Le Point, scène de liesse dans les rues de Paris. Sauf que la liesse, c'est peut-être pas tant le terme adapté, finalement. Oui, alors, on voit bien déjà l'évolution dans les articles. On commence par la joie. Après, on évoque la folie, c'est déjà un peu particulier, et la liesse. Alors la liesse, on a déjà eu l'occasion de le voir dans Immédiat, c'est un mot novlangue qui désigne tout simplement des violences urbaines, généralement ayant pour prétexte des événements sportifs. C'est la liesse, c'est la liesse, et on voit les vidéos, on voit que cette liesse est très spéciale. Et alors curieusement, là, les médias ne voient pas de foule haineuse, comme lorsque c'était les gilets jaunes. Non, là c'est des jeunes en liesse. Ils sont en liesse et ils attaquent des fourgons de police, mais c'est la liesse. C'est-à-dire en clair, c'est la banlieue les comportements qu'on voit en banlieue, on les voit maintenant sur les Champs-Élysées. Les tirs de mortier contre les policiers, voilà, notamment. Très bien. C'est la liesse. Tout ça est très bien parce que c'est le dieu foot. C'est le dieu foot. Bon, les médias ont quand même évoqué, mais en mineur, c'est ce qu'ils appellent pudiquement des incidents, ce qui est là aussi un grand classique. Oui, ils évoquent parce que généralement sur les réseaux sociaux, on met en ligne des images qui vont un peu à l'encontre du discours officiel. Oui, exactement. Alors, Michel, vous êtes co-auteur avec Jean-Yves Le Gallou du dictionnaire de novlangue et peut-être que l'AFP vient de vous offrir sur un plateau une nouvelle entrée pour ce dictionnaire après un attentat islamiste en Allemagne, puisque pour l'AFP, on parle d'un acte politiquement motivé. Oui, alors oui, ça c'est très bien. Donc l'auteur de cet attentat islamiste pour la police allemande a crié Allah Akbar. Bon, donc c'est la preuve que c'est un acte politique, n'est-ce pas ? Bon, alors faut décrypter un peu.
le discours officiel vis-à-vis de l'islamisme, c'est que l'islamisme n'est pas religieux, mais une déviation politique de la religion. Donc c'est pour ça que, je pense, l'AFP se cramponne à cette vision idyllique des choses, plus le mot politique, ça banalise. Hein. Ouais. Après tout est politique. Presque Tout est politique. en fait. Bah oui, c'est très bien. Hein. Il fait des accidents volontaires sur l'autoroute, c'est politique. Bah oui, d'accord, très bien. Bon, toujours le même discours lénifiant pour cacher la réalité. Alors une pudeur médiatique qui rappelle furieusement cette énorme manipulation de BFM. Dans la vidéo qui suit, vous entendrez un policier qui reprend les paroles d'une infirmière agressée dans un bus. La première version est celle diffusée par BFM. La deuxième version, plus complète, vous allez le voir, est celle diffusée par RMC. J'ai été violenté par 2 individus qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage. J'ai été violenté par 2 individus de type africain qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage. Un magnifique exemple de censure à la soviétique. On coupe ce qui peut être dérangeant. Donc, puis peut-être qu'on va nous dire que c'est une incivilité. Hein. Je rappelle que les plus hautes autorités de l'État ont déclaré que lorsque le conducteur de bus a été assassiné, de fait, par des racailles, c'était une incivilité, avait dit le porte-parole du gouvernement. Bon, donc, je veux dire, là, nous sommes dans la censure pure et dure. Voilà, je rappelle que les médias fonctionnent en cachant les faits qu'ils considèrent comme politiquement incorrects. Ça s'appelle de la censure. Donc là, l'identité... Et c'est BFM. BFM. L'identité était effectivement cachée. Alors cette semaine, Laurent Mucchielli, sociologue au CNRS, s'il vous plaît, a été invité par BFM, encore BFM, à donner son regard d'expert sur l'ensauvagement général en France. On l'écoute. Il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Il y en a même, grosso modo, moins. Quant à l'expression que vous avez rappelée tout à l'heure, l'ensauvagement, il faut clairement dire, et que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est une expression qui fait partie du vocabulaire de l'extrême droite. Elle a été popularisée en 2013 dans un livre qui s'appelait « La France orange mécanique », écrit par un jeune journaliste d'extrême droite qui se cachait derrière un pseudonyme. Il a fait alors la une du site internet du Front National. Il est repris depuis par Mme Le Pen dans tout un tas de discours. Bon, bravo l'expert. Alors on a déjà vu dans différents cas que les experts qui sont invités sont justement invités en général parce qu'ils disent des choses énormes mais politiquement correctes. Alors donc tout va bien en France, il n'y a absolument pas d'augmentation de la violence, hein, c'est clair. Alors j'invite M. Mucchielli à aller sur le site du ministère de l'Intérieur et où il y a les statistiques, encore, parce que ça ne durera peut-être pas, victimes de coups et blessures, entre 2008 et 2018, augmentation de 21%. Donc, et en particulier, note le ministère de l'Intérieur, l'augmentation, il y en a encore davantage sur le pourtour méditerranéen, le bassin parisien et le nord de la France. Bon, donc tout va très bien, puisque la France est le premier pays de l'Union européenne pour le nombre d'homicides. Hein, c'est le deuxième pays de l'Union européenne pour le nombre d'agressions. Hein, et puis c'est le troisième pays de l'Union européenne pour le nombre de vols. Donc effectivement, tout va très bien. Il n'y a absolument pas d'insécurité. Ça n'augmente pas du tout. C'est constant. Hein. Alors, en plus, deuxième élément, là, on a un argument massu. Hein, puisque c'est le Rassemblement national qui dit qu'il y a de l'insécurité, c'est donc que c'est faux. Hein, donc, si Marine Le Pen demain dit qu'il fait soleil à midi, c'est que c'est pas vrai. Il n'y a pas de soleil à midi. Bon. Dire, là, nous sommes une nouvelle fois dans la propagande la plus basique, qui consiste à nier la réalité. Hein, c'est simple. De même qu'on coupe les informations qui déplaisent, on continue de nous expliquer que le monde n'est pas tel que nous le voyons. Il est autre. Hein, c'est un monde calme. Voilà. Bon, donc M. Mucchielli va peut-être pourra-t-il. Alors c'est pas un journaliste, c'est dommage, mais il aurait peut-être pu faire les bobards, quand même, les bobards d'or. C'est à la limite, mais il n'est pas journaliste. C'est dommage pour lui. Alors, autre déni de réalité, celui du média Slate, et notamment de son journaliste d'origine africaine François Oulac, qui publie un article « Les comédies françaises doivent arrêter avec les élèves en culotte courte », et il présente son article de cette manière sur son compte Twitter. « Les adaptations de BD enfantines au cinéma forment un dangereux terreau identitaire ». Ces films nous présentent une sorte d'école ou de France idéale, une France très traditionnelle et surtout très blanche.
Et il déclare « On était déjà présents », donc on comprend, nous les Africains, nous, on était déjà présents dans ces années-là, vous voulez juste nous effacer de l'histoire, et même si on n'était pas dans l'œuvre originale, débrouillez-vous pour nous inclure dedans. C'est radical. En 1960, au temps du petit Nicolas, au temps de Spirou, au temps de Tintin, au temps de Pilote, bah oui, en France, il n'y avait pas beaucoup d'Africains et il n'y avait pas beaucoup de Maghrébins, il n'y avait pas beaucoup d'immigration. Enfin, pour lui, c'est un peu plus compliqué que ça. Il dit quand même, on était déjà présents. Oui, peut-être, mais globalement, statistiquement, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, regardez des images de ces années. Regardez, tiens, les images des manifestations de mai 68. Très politiquement correct en plus. Très politiquement correct, mais voyez, qui voit-on? Et d'ailleurs, comment sont-ils habillés? Par parenthèse, ils vont être tous très bien habillés. Bon, donc, je veux dire, là, nous assistons à un processus de révision historique. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire... D'abord, on veut nous faire croire que la France a toujours été un pays d'immigration, donc on essaie de nous expliquer que quand on présente des images qui ne montrent pas cette réalité, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut maintenant mettre plein de personnages de couleur pour montrer que la France, depuis très longtemps, a été multiculturelle, voire multiethnique. Bon, je veux dire, donc là, c'est du révisionnisme historique, c'est de l'idéologie, ça ne correspond pas à la réalité, bien entendu. Alors, autre erreur factuelle dans cet article que j'ai relevé, qui me paraissait intéressante, il écrit « L'idée selon laquelle les élèves seraient moins brillants, moins éduqués aujourd'hui qu'il y a quelques décennies est un mythe répandu chez les esprits conservateurs. » Alors, c'est peut-être un détail, mais en fait, ça montre bien... C'est un mythe d'extrême droite, n'est-ce pas? C'est quasiment ça, voilà, les esprits conservateurs... Mais ce qui est exceptionnel, c'est que c'est absolument faux. Récemment, le ministère de l'Éducation nationale a publié un rapport... Qui est plein de conservateurs, c'est un ministère plein de conservateurs. Qui a récemment publié un rapport alarmant sur la baisse du niveau des élèves de CM2 en prenant des épreuves de mathématiques sur 30 ans. Donc on voit bien, vu que ce sont les mêmes épreuves, c'est très facile de voir la baisse du niveau ou pas. Et on voit que par exemple, il y a une baisse des élèves qui réussissent les additions entre 1987 et 2017 à hauteur de 21%. Il y a 28% d'élèves en moins qui maîtrisaient les soustractions, 37% d'élèves qui réussissaient les divisions en moins par rapport à 87. Et chiffre assez incroyable, données particulièrement incroyables, un élève issu d'un milieu favorisé en 2017 obtenait de moins bons résultats qu'un élève issu d'un milieu défavorisé en 1987. Donc il y a une chute qui est très claire. Et on voit qu'en fait François Oula, qui est journaliste pour Slate, il ment, mais éhontément, mais de manière assurée, quoi. Nous vivons dans la culture officielle du déni. Déni des réalités de l'immigration, déni de l'insécurité, on vient le voir. Et alors, le vieux déni, mais qui a quand même du plomb dans l'aile aujourd'hui, sur le thème « le niveau monte ». Oui. Le niveau, alors, on disait « le niveau monte ». Là, maintenant, c'est pas ce qu'il dit. Il dit « le niveau n'est pas pire qu'avant ». Bon, OK. C'est vrai que, je rappelle que quand même, cette année, il y a 95% de bacheliers, donc 98% en Seine-Saint-Denis. Donc, effectivement, tout va très bien. Tout va très bien. C'est une culture du déni, et les médias sont un des relais essentiels de cette culture du déni. Alors, on va rester chez Slate, puisque un nouvel article de ce formidable média, Tintin kidnappé par l'extrême droite. Kidnappé. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que des images humoristiques, des détournements humoristiques des BD de Tintin, quelques-unes, c'est pas une vague, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On a par exemple cette une, le Congo chez Tintin, qui inverse donc le titre de l'original, et cette image de Tintin et Haddock qui se baladent dans un souk arabe, et avec ce texte qui a été changé dans la bulle. C'est fou comme Paris a changé, se dit Tintin. Bon, c'est de l'humour qui peut être vu comme drôle d'un côté, déplorable de l'autre, mais ça reste de l'humour. Bah oui, c'est de l'humour, mais l'humour est interdit. Alors en plus, dans l'exemple, ce qui est intéressant, c'est Tintin au Congo, qui, je le rappelle, est un album qui est la cible d'action continue d'organisations communautaristes qui considèrent que c'est un album de Tintin insupportable et qu'il ne faut pas, il faudrait même arrêter sa diffusion. Donc il y a derrière aussi cette volonté de revoir. Toujours pareil, on ne se place pas dans l'esprit de l'époque, on revise le passé. C'est ce que dit le commissaire politique dans le film L'Aveu de Costa-Gavras, où il dit à Arthur London, vous savez, il faut regarder le passé à la lumière des vérités du présent.
Mais ça, c'est une erreur idéologique fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à Tintin d'avoir, dans les années 60, le comportement qu'on avait dans les années 60, en le jugeant à l'aune de ce qui se passe en 2020, si vous voulez. Donc là aussi, c'est un processus de révisionnisme historique effrayant et totalitaire. Alors, moins totalitaire peut-être, mais pas pour autant moins effrayant, c'est sur France Inter, Dorothée Barba, qui s'est déjà fendue d'une série de tweets pour s'excuser d'avoir été trop rapide dans l'énoncé du prénom d'une autrice, comme elle dit, une autrice africaine. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit l'usage donc du terme autrice et l'écriture inclusive, plus la mention de racisme systémique, etc. Ouais. À France Inter. Tout ça payé par le contribuable. Bravo, bravo. Ouais, payez vos impôts et payez votre redevance. Et ce qui est intéressant dans cette émission, c'est aussi ce propos d'Olivia Ruiz, chanteuse et écrivain. On va l'écouter. La France, c'est la mixité. La France est dénuée d'intérêt si elle est française, pure souche. Ce qui fait aujourd'hui qu'on est un pays intéressant, et notamment culturellement, c'est les vagues migratoires qui ont fait l'identité nationale. Bon, c'est la doxa habituelle. La France n'existe que grâce à l'apport immigré. Nous sommes tous des immigrés. La France n'a aucune valeur, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de culture française, comme disait M. Macron. Bah voilà, c'est le discours officiel. Bon. Mais là encore, qui est diffusé gratuitement, qui est diffusé par nos impôts. Par le contribuable, merci. Ce qui est assez incroyable. Sur Europe 1, Jean-Luc Hess, ex-président de Radio France, a comparé Donald Trump à rien de moins qu'Adolf Hitler. Comme le disait récemment sur une antenne d'une radio de service public un ancien diplomate français, il disait « Il est formidable, Donald Trump, parce qu'il fait ce qu'il dit ». Alors je pense souvent que Hitler aussi avait dit ce qu'il ferait, et ça ne me rassure pas. Pour les médias, un homme politique qui fait ce qu'il dit, c'est quand même extraordinaire, surtout quand on voit ce qui se passe en France. Bon, donc c'est grotesque, c'est d'autant plus grotesque d'ailleurs que les médias sont anti-Trump, pro-démocrates, on le verra tout à l'heure, mais en même temps, ils sont pro-atlantistes et pro-américains en permanence. C'est-à-dire que tous les médias, nos chers médias, suivent la ligne américaine sur tous les sujets en matière de relations internationales, si vous voulez. Donc c'est bon, voilà. Trump, c'est l'incarnation d'Hitler. Ah bon. Donc c'est l'ex-président de Radio France, ce qui n'est pas étonnant, mais qui est malheureux quand même. D'accord, oui. C'est une référence. Ouais. Sachant que l'actuel ne doit pas être beaucoup mieux. Et pour finir cette revue de presse, la Biélorussie, l'actualité en Biélorussie, avec cet édito du Monde, déni démocratique en Biélorussie, avec le terme « le dernier dictateur d'Europe ». Donc on comprend là que les élections le résultat des élections contestées a été très mal vu par le monde. Et on a même Emmanuel Macron qui a appelé l'Union européenne à se mobiliser aux côtés des manifestants pacifiques. Alors là, c'est l'illustration de ce que je viens de dire tout à l'heure sur les médias. Les médias participent, sont des éléments importants des politiques de déstabilisation mises en œuvre à l'encontre d'un certain nombre d'États, de politiques de diabolisation. Là, il y a manifestement une opération à l'encontre de la Biélorussie, qui ressemble un peu, pour le moment, à ce qui a été initié en Ukraine avec l'Euromaïdan, c'est-à-dire un des objectifs est manifestement d'essayer d'éloigner la Biélorussie de la Russie. Bon, donc tous les leviers sont classiques, une opposition démocratique qu'on fabrique toutes pièces, si possible des victimes, il y en a eu. Et puis nous voyons nos Occidentaux, M. Macron, qui n'a pas hésité à faire matraquer ses concitoyens qui manifestaient paisiblement, appeler à soutenir ces manifestants. Et vous avez vu maintenant qu'on a encore augmenté d'un cran, puisque l'Union européenne, c'est-à-dire en clair l'Allemagne, l'Union européenne a décidé de ne pas reconnaître les résultats des élections. C'est une intrusion complètement extravagante dans les affaires intérieures d'un pays, mais ça ne fait rien, ça passe très bien et nos médias sont les soutiens de cette politique. C'est vrai que quand on compare cette attitude va-t-en-guerre de Macron face à la répression... Oui, la répression, c'est toujours bien chez nous et mauvais chez les autres. Ouais, okay. C'est exactement ça. On connaît. Passons au deuxième sujet, le meilleur du pire de l'été médiatique. Les
bobards et les intox médiatiques ne prennent pas de vacances. Et bien, les médias français ont fait fort cet été encore. Alors on va reprendre plusieurs cas. On ne va pas tout prendre parce que ce serait trop long. On va commencer, Michel, avec ces médias français qui sont en extase devant Kamala Harris, la vice-présidente potentielle des États-Unis, sur le ticket démocrate, derrière Joe Biden. Alors on voit l'AFP qui s'extasie, un parcours brillant, digne du meilleur rêve américain. Le Figaro également. Kamala Harris, oui. Une Obama californienne pour réenchanter la candidature démocrate. Et Le Monde, Kamala Harris pourrait devenir à la fois la première femme, la première afro-américaine et la première à pouvoir également revendiquer des origines asiatiques, à devenir vice-présidente des États-Unis. C'est dithyrambique dans les médias français. Oui, alors d'abord, les médias sont toujours du côté des démocrates, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, ça c'est clair. Même Le Figaro. Oui, bien sûr, oui, bon. Deuxièmement, on voit bien, on l'a vu d'ailleurs dans l'opération Black Lives Matter, les démocrates surfent sur les minorités, c'est la politique de toute la gauche des deux côtés de l'Atlantique, c'est la politique de Terra Nova, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les minorités contre les majorités. Terra Nova qui est le laboratoire d'idées très proche de la gauche du Parti socialiste. Ouais, voilà. Mais les travaillistes ont fait pareil en Grande-Bretagne, etc. Bon, alors là, nous avons le combo, une afro-américaine avec en plus des origines asiatiques. Quel dommage qu'elle n'ait pas en plus des origines mexicaines, comme ça aurait fait, là vraiment, ça aurait bétonné. Bon, alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'article du Figaro, on dit il faut réenchanter la campagne de M. Biden. Ah, tiens, donc ça veut dire que peut-être la marche triomphale de M. Biden n'est peut-être pas aussi évidente qu'on veut bien le dire, mais bien entendu, on s'extasie, puis on verra les résultats aux élections. Oui, les médias français et américains se sont déjà extasiés il y a quelques années pour Hillary Clinton. Je rappelle qu'ils avaient prévu la victoire d'Hillary Clinton. Il y a même le président de la République française avait prévu publiquement la victoire d'Hillary Clinton. Bon, donc vous voyez, on peut se tromper. Voilà, un nouvel épisode de l'Obamania qui recommence. En tout cas, pour conclure ce petit sujet, Le Monde qui rappelle les origines ethniques de Kamala Harris, qui plus tôt dans l'été, quelques jours avant, publiait un article. On me rappelle tout le temps ma couleur de peau, le poison du racisme au quotidien. Donc c'est assez le double standard est assez incroyable. Bien sûr. Victimaire. Ouais. Alors, l'été, c'est aussi... Je me permets de dire, je pense que pour être colistière à l'élection présidentielle américaine, à l'évidence, cette dame n'est pas issue du lumpen prolétariat afro-américain. Non, ses deux parents étaient de la grande bourgeoisie plutôt. Voilà. Bon. C'est logique. Alors l'été, c'est donc la plage, les vacances, et c'est aussi pour certains des incivilités et des rodéos, par exemple à Palavas-les-Flots, avec des habitants excédés qui ont appelé à manifester, avec une manifestation qui a eu lieu, avec une grande banderole à la tête de la manifestation. Palavas défend son village, stop à la délinquance, nous sommes contre les incivilités, agressions, rodéos, cambriolages, chicha, protoxyde d'azote, déchets, tapage. Alors, cette manifestation, elle a été très suivie par les habitants. Le maire s'est d'abord montré étonnamment passif, on va le voir dans cette interview. C'est pas le Palavas qu'on a l'habitude de connaître, mais il faut le supporter, on n'y peut rien. La police municipale fait ce qu'elle veut. Donc nous faisons fermement le nécessaire, mais il faut que la vie se passe et que jeunesse se passe aussi. Ce qui me frappe dans les deux extraits, c'est ce que dit le maire. Il dit faut supporter, on n'y peut rien. Et des manifestants qui brandissent un panneau « L'État nous a abandonnés ». Voilà la réalité. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de nos concitoyens ont le sentiment et le vivent d'être abandonnés en matière de sécurité. L'État baisse les bras en matière d'insécurité, notamment quand l'insécurité est le fait de certaines personnes. Mais alors,
Je vous rassure, il n'y a pas qu'à Palavas-les-Flots, il y en a partout. Hein. Moi, tiens, cet été, voilà la Provence. Il y a même de l'insécurité dans la calanque de Sormiou, une des célèbres calanques de Marseillaise. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un monde, mais à chaque fois, oui, l'État, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que jeunesse se passe, comme dit le maire. Dans un deuxième entretien. Mais curieusement, vis-à-vis des Gilets jaunes, on ne tenait pas du tout le même discours. Hein. Et puis vis-à-vis du port du masque obligatoire, on ne dit pas on n'y peut rien, il faut laisser faire. Hein. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Alors, dans un deuxième entretien au Point, le maire a quand même déclaré, pour montrer quand même qu'il y a quand même un peu de réalisme, avec la crise sanitaire, certaines frontières sont restées fermées, dont celle du Maghreb. La hausse des incivilités est donc mathématique. Il y a quand même, le profil des jeunes est quand même, pour une fois, montré du doigt. Mais moi, ce qu'attendent les Français de leurs dirigeants, c'est pas qu'ils nous expliquent le problème, c'est qu'ils le résolvent. Hein. Comme disait Marx, il ne s'agit pas de comprendre le monde, il s'agit de le changer. Et en matière d'insécurité, il ne s'agit pas de nous expliquer d'où vient l'insécurité, il s'agit d'y mettre fin. C'est ça le malentendu. Mais montrer déjà... C'est ça le malentendu fondamental. Oui, mais déjà, c'est vrai que dans les médias, il y a quand même une omerta totale sur l'origine des fauteurs d'incivilité. Là, on voit quelques petites brèches se faire cet été, ce qui est quand même une nouveauté. Enfin, il faut des manifestations pour que les brèches s'ouvrent. Ouais. Alors, changement de sujet, on reste à la mer, mais cette fois c'était beaucoup plus calme pour lui. Emmanuel Macron, qui a eu droit à un beau reportage dans Paris Match, et encore cette semaine, il a le droit à la couverture. Donc on le voit en vacances, à faire du jet ski, opération de communication. Donc. Ouais, sans masque. Hein. Vous avez vu, ils n'ont pas de masque. Hein. C'est dommage, hein. Il devrait avoir il n'a pas les gestes citoyens, ni les gestes barrières. Bon. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, c'est une opération de communication, Paris Match. C'est people, voilà. Mais je pense que ça ne change pas les rapports de force dans le monde. Hein. Ça a quand même une belle audience, Paris Match. Donc d'accord. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas pris de vacances cet été, c'est la haine anti-Zemmour, qui continue avec ce tweet de Tabou Apps, qui décrit Zemmour en disant « Ce sous-humain de Zemmour », donc un vocabulaire chargé, Éric Nolot l'a relevé, le sinistre Tabou Apps use d'une terminologie nazie pour qualifier Éric Zemmour de sous-humain, et Raphaël Enthoven qui abonde. Ce qui est beau, c'est l'emploi de sous-humain parce que sous-homme serait discriminant pour les femmes, sublime précaution dans la femme. Et alors, il a Tabou Apps qui a supprimé ce tweet qui a fait une énorme polémique. Mais il a quand même assumé par derrière, en affirmant par ailleurs, pisser sur Zemmour et ses soutiens, ce sont ses mots. Donc, on voit que le débat politique en France est très élevé, très élevé, bravo. Bon, écoutez, cette haine anti-Zemmour, je dirais, comparons les audiences, comparons l'audience d'Éric Zemmour et puis l'audience de M. Tahabouaf. Bon, voilà. Oui, c'est d'ailleurs peut-être parce qu'il a, Éric Zemmour a transformé l'essai en ayant créé un succès d'audience considérable avec Face à l'info, que cette haine anti-Zemmour, elle est aussi vivace. Bien sûr, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, face à Éric Zemmour, qui, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, développe quand même une certaine intelligence, c'est un minimum qu'on va dire, en face, il y a beaucoup d'insultes, il y a très peu d'arguments. Évidemment. Alors, autre phénomène qui n'a pas pris de vacances cet été, c'est la censure, bien entendu. On a eu multiples exemples, mais on en a un nouveau, avec Twitter qui a décidé d'étiqueter certains médias, par exemple RT France, en mentionnant sur son profil Twitter « médias affiliés à un État ». Russie, en l'occurrence, chose qui est assez étonnante, puisque d'autres médias n'ont pas eu cet honneur, on va dire. Par exemple, AJ+, filiale d'Al Jazeera, ne semble pas concernée. Alors, logique selon Twitter, qui ne ciblerait que certains pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Sauf que, en réalité, quand on regarde Arte, par exemple, le compte Twitter d'Arte, qui est une chaîne franco-allemande, il n'y a pas de mention. Quand on regarde la BBC, qui est une chaîne anglaise, pas de mention. Quand on regarde France 24, qui est une chaîne française, détenue par l'État français, il n'y a pas de mention non plus, donc ça pose quand même question. Bon, je vais peut-être vous choquer. Moi, je trouve ça très bien. Mais je pense qu'il faut le généraliser. D'abord, il ne faut pas se limiter à certains États. Faut dire pourquoi pas effectivement la France, l'Allemagne, pourquoi pas le Qatar. Si on le fait pour un, on le fait pour tous. Il faut faire pour tout le monde. Et puis, pourquoi on s'arrête aux États ? Pourquoi on ne fait pas médias possédés par
un milliardaire. Ouais. Média, propriété d'une grande entreprise mondialisée. On devrait le mettre. C'est une très Ça très bonne serait idée. une information donnée aux citoyens. Ça serait de la transparence, comme on dit. Hein. Ouais, c'est vrai. On nous parle toujours de la transparence. Mais allons-y, jouons la transparence jusqu'au bout. Ouais, c'est une excellente idée et Voilà. qui pourrait être entendue peut-être un jour et qui ferait du bien. je J'espère pense. qu'elle va être brevetée. Elle sera née ici, en tout cas, sur le plateau d'Immédiat. Ça va être la fin de cette émission, Michel Geoffroy, mais vous avez un coup de chapeau avant de finir cette émission. Bah oui, parce que nous avons beaucoup parlé de coronavirus. Et donc, je propose, pour ce coup de chapeau, la lecture du livre de François Bousquet, qui s'appelle Biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. C'est un clin C'est pas d'œil. mal. Beaucoup d'humour, François. Il y a beaucoup d'humour. Ouais. C'est un livre très agréable à lire, qui est écrit avec une plume que l'on connaît, de François Bousquet, très alerte, très drôle. Il y a des développements vraiment hilarants, tout en abordant des sujets graves de fond. Donc c'est un livre intéressant que je recommande au titre de ce coup de chapeau aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, c'est noté. Ça va être la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Et Michel Geoffroy, une prochaine fois avec grand plaisir. Merci.